Adrien Monk, Frank Colombo. Le premier est apparu à l'écran quand le second l'a quitté. En 2003, un lieutenant ridé et à l'imperméable plissé livrait des adieux brouillons et bruyants dans Colombo mène la danse. Le personnage de Peter Falk, au cœur du 10e dossier de TV Files scindé en 2 phases, a pu admirer en activité les premières enquêtes menées par son successeur. C'est ainsi que certains adeptes du polar télévisé le présentent. Une comparaison méritée ou biaisée? Les deux plus célèbres maestros américains de l'enquête n'ont pas eu de leur temps leur pendant pour résoudre les énigmes alambiquées, démonter les alibis irréfutables de suspects trop confiants. S'il est un exercice périlleux de superposer qualitativement les épisodes puisque les formats diffèrent, arrêtons-nous sur ces deux personnages éponymes qui ont marqué leur époque. Mais n'ont pas bénéficié du même entourage ni du même contexte, adoptant aussi des méthodes bien différentes qui ont chacune rencontré le succès auprès du public. Monk, Colombo, Monk, peut-on parler entre eux d'héritage ou, soyons familiers, de forçage? Voilà ce qui s'est passé. De Los Angeles à San Francisco, du sud au nord de la Californie. Le 30 janvier 2003, pour la première et dernière fois, Colombo se dévoile dans une enquête du 21e siècle. 2 mois plus tôt, près de 5 millions de téléspectateurs américains ont visionné sur USA Network l'intégralité de la saison 1 de Monk. Sur la côte Est, le show était programmé à 22h chaque vendredi. Peter Falk se permettait un dernier tour de piste quand Tony Shalhoub enfilait son costume marron, sa chemise blanche et son pantalon à la coupe millimétrée. Chez ces deux personnages, la garde-robe ne faisait pas montre d'une grande diversité. Le célèbre magazine People se fend d'une critique de la saison originale de Monk, rédigée par le journaliste Terry Kelliher. Ce dernier, qui attribue une note de 91 sur 100 à la salve, écrit « Je me suis souvenu du plaisir que j'avais éprouvé en regardant Colombo à son apogée. Comprenez les années 70. » Le Chicago Tribune met à contribution sa plume pour vanter « Monk est l'une des séries policières les plus imaginatives de la télévision, avec l'un des justiciers les plus tragiques de tous les temps. » Décalé, drôle, déjanté aussi, les attributs ne manquent pas pour définir le produit et lui prédire un brillant avenir. De quoi assurer le flambeau avec un Colombo qui tenta, en 2003, de ne pas paraître ringard, par un enrobage musical techno, le bois en plume passé autour du cou, et la technologie de l'aquarium qui permit à l'inspecteur de résoudre son ultime affaire. Un clin d'œil coquin à un personnage toujours pâteau avec les gadgets bondesques. Quoi qu'il en soit, plusieurs ingrédients de la recette Colombo, qui ne gavaient plus les fans d'aventure, a pu être utilisés dans la tambouille Monk. En première ligne, les meurtres, leurs mobiles et leurs résolutions, mais aussi le profil des assassins. Voyons ça de plus près. Depuis les années 90, Dick Wolf présente la franchise Law & Order, enrichie de cette marque. Pour la plupart, les événements se déroulent dans un New York peu aguichant dans des zones sinistrées où la misère sociale prédomine. Peu ou pas de place à l'humour donc. Colombo puis Monk sont dans l'optique inverse. Comédie policière par excellence, elles ont opté pour un ton plus léger et des décors de rêve. Villa luxueuse, grand espace vert, hôtel 5 étoiles, écurie. La beauté de la photographie participe à la détente. Personne n'a jamais regardé Monk ou Colombo en se rongeant les ongles. Les crimes, eux, sont ingénieux, souvent parce que le tueur est doté d'un alibi en béton ou parce que tout porte à croire que la mort est accidentelle ou consécutive à un suicide. Dans Monk, citons l'astronaute censé être dans l'espace pendant qu'il assassine l'une de ses ex, l'animateur radio qui tient un direct pendant que sa femme est tuée, mais aussi le critique théâtre qui s'éclipse pendant une représentation dont il livre le verdict dans un journal pour défenestrer une jeune femme à quelques pas de la scène. Comme dans Colombo, la plupart des coupables sont des gens de la haute société, parfois populaires et célèbres. Combien de fois a-t-on entendu le lieutenant dire d'un suspect qu'il est l'idole de sa femme? Ce qui est fascinant à observer, et on se met à la place des scénaristes, c'est la rapidité avec laquelle ils déconstruisent la mise en scène de leur scène de crime. Si le trait n'est pas aussi forcé que dans Colombo où la scène d'introduction pouvait atteindre 20 minutes, les ouvertures de Monk et la scène post-générique consolident l'ingéniosité du tueur. Mais patatras,
Le toqué Adrien a un flair hors pair et dès sa rencontre avec le meurtrier, il s'est fait son idée. Et elle est très souvent juste et définitive. Il eut quelques exceptions à ce schéma narratif et sociétal, mais puisqu'on dit que l'exception fait la règle, c'est encore un point de rapprochement entre les deux séries policières. Quand Columbo arrêtait une femme, celle-ci avait un mobile plus moral. L'une des toutes premières enquêtes de Monk a pour cadre le bord de mer lors de vacances partagées avec Sharona et Benji. L'adolescent observe un meurtre en direct depuis une longue vue. Quand Monk confirme qu'un meurtre a bien eu lieu dans cet hôtel, il finit par déjouer toute l'organisation mise en place par ses adversaires, un gang sud-américain de femmes de ménage. Un profil tout à fait atypique et qu'on ne reverra pas de sitôt dans le show imaginé par Andy Breckman. Dans les scènes d'ouverture de Monk, le tueur est rarement révélé, mais son identité est un secret de polichinelle car le ressenti du déchu détective est naturellement transmis au spectateur. Il est même explicitement dévoilé dans la plupart des épisodes avant la mi-chemin par la mise en scène d'un second homicide qui se veut plus généreuse en information. En l'absence d'une récidive, c'est l'attitude qui trahit l'auteur des faits. La personne est hautaine, réfléchie, sûre d'elle et domine son environnement social. Ce n'est pas le pot de terre qui veut en découdre avec le pot de fer. Pas de psychopathe, de profil au lourd passé judiciaire, ce sont des self-made men qui agissent en opportunistes car une épine s'est greffée dans leur projet carriériste. Pas de motivation sexuelle non plus, à l'instar de Columbo. Le visage du mal se veut toujours respectable alors que le crime est crapuleux. Il y a donc une sorte de jubilation à voir l'enquêteur officieux ou officiel parvenir à ses fins et voir l'antagoniste échouer si près du but. L'astronaute et l'animateur radio, j'en reviens, ont livré deux des plus illustres duels avec Monk. Habitués au succès, ils ont prémédité des mois durant leur plan machiavélique. Le second, rappelant d'ailleurs une enquête de Columbo, a conditionné les chiens de sa voisine pour en faire les complices de son assassinat. Steve Wagner et Max Hudson ont tous deux humilié Monk en public, non pas parce qu'ils sous-estimaient cette personnalité asociale et remplie de tocs, mais parce qu'ils ont de suite perçu que derrière ces facéties, cet enquêteur pouvait causer leur perte. Le déstabiliser, pensait-il, pourrait éloigner la menace qu'il représentait. Columbo jouait de sa personnalité pour être sous-estimé, là où un Monk ne cachait ni ses forces, ni ses faiblesses, et entamait chaque partie à cartes ouvertes. Dans le prolongement, les deux séries appartiennent à la même sous-catégorie policière, en un mot le Okachem, la contraction de comment les confondre. L'intérêt n'est évidemment pas de connaître le coupable, mais bien de trouver l'indice transformant le crime parfait en crime presque parfait. En 2003, au festival South by Southwest, Tony Shalhoub évacuait toute volonté de s'inspirer de Peter Falk et de la série qui le fit star. Je ne veux pas refaire Columbo, c'était tellement réussi. Pourquoi ont-ils refait Psychose? Tant qu'à faire, pourquoi ne pas repeindre la chapelle Sixtine? Columbo et Monk, ce ne sont pas simplement ces deux noms dans leurs shows respectifs. Une femme joue un rôle majeur dans leur évolution. Ces deux personnages sont dépendants d'une femme. Je vous renvoie à nouveau au dossier Columbo avec l'évocation de Madame Columbo et de l'épisode qui lui est dédié, l'enterrement de Madame Columbo. Chez Monk, son trouble de la personnalité, sa peur du lait, du vide, des microbes, des médicaments, s'est renforcé à la mort de sa femme Trudy, un meurtre insolvable jusqu'à l'épilogue de la collection. Ce meurtre est le fil rouge de la série, de fausse piste en fausse piste. Le détective s'est fait un drôle d'ennemi au physique peu banal, Dale Bardbeck, surnommé la Baleine, qui détient des informations capitales sur l'attentat ayant coûté la vie à Trudy et que Monk a rencontré sur les bancs de l'université. Le frère d'Ambrose est même persuadé dans un faux rebondissement que l'attaque dans le parking le visait lui, alors qu'il n'en était rien. Si Trudy, morte avant le pilote, n'apparaît pas dans la temporalité présente, elle reste un personnage important, avec plusieurs épisodes sous forme de flashback ou des apparitions dans le subconscient du veuf. Trudy a d'ailleurs son propre thème composé par Jeff Beal. La résolution de son meurtre et la révélation de l'existence d'une fille qui nouera des contacts avec Monk offrent une happy end à la série. Mais Trudy n'est pas le personnage féminin qui offre au détective un semblant d'équilibre tout au long des 8 saisons. Il s'agit bien évidemment de son assistante, Sharona durant 3 saisons, puis Nathalie. Madame Monk pourrait, à titre méritoire, désigner celle qui surpasse ses fonctions pour accompagner le Sherlock Holmes californien. Sharona, et surtout celle qui lui succéda, furent d'astreinte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour satisfaire les moindres demandes d'un Monk ultra dépendant, ce dernier n'hésitant pas à appeler son assistante en pleine nuit parce qu'il ne trouve pas sommeil. C'est ce qui s'appelle entraîner autrui dans ses problèmes. Monk, dans toute sa solitude, forma deux tandems très complémentaires avec Sharona puis Nathalie. Si on voyait les autres personnages dans leur cadre professionnel, Disher et Sotomayor en poste de police, Kruger puis Bell au cabinet, les deux Madame Monk ont partagé de véritables bouts de vie avec leur inconsolable patron. Columbo avait lui aussi une réelle dépendance vis-à-vis de sa femme, pour des petites tâches du quotidien mais surtout affectivement. Mécaniquement, le lieutenant abordait ses enquêtes par le prisme de Madame, cherchant toujours à s'imaginer ce qu'elle dirait ou ferait si elle était à ses côtés alors qu'il cuisine subtilement un suspect. Si on a toujours ignoré à quoi ressemblait l'épouse de Madame Columbo, pour Monk c'était auprès de sa blonde qu'il fait bon. Non, aucune ambiguïté avec ses assistantes, le personnage étant asexué depuis la mort de Trudy. Mais oui, dans son existence, les brunes comptèrent pour des prunes.
vous ne pensiez tout de même pas que ce point commun échapperait à l'œil vigilant de TV Files. Oui, Peter Falk et Tony Shalhoub donnèrent la réplique à de maintes reprises à leur campagne à la ville. Pour Tony Shalhoub, il s'agissait de Brooke Adams, notamment remarqué dans l'hôtesse de l'air exaspérée par le comportement d'un passager. Le plus précieux consultant de la police franciscaine a bel et bien obtenu sa récompense et réussi le combat de sa vie en démasquant l'assassin de Trudy. Jusqu'à présent, Monk avait recueilli un véritable indice de poids, peut-être le seul, le poseur de bombe avait 6 doigts. Mais pour Monk, c'est plus le commanditaire que l'exécutant qui l'intéressait. Dans le final, Monk est in articulo mortis, il est mourant. L'homme qu'il recherche depuis des années a empoisonné ses lingettes car il se rapprochait d'un peu trop près de la vérité. Cet homme est un puissant juge qui eut, il y a bien longtemps, une relation avec Trudy. Cette dernière a de surcroît eu une fille avec cet amant devenu meurtrier. Cette fille, c'est Molly, avec qui Monk partagea de précieux moments et qui donna lieu à l'une des ultimes scènes de la série policière, sous un éblouissant coucher de soleil. Place ensuite au jour d'après. Cette série, restée très populaire en France, s'arrangea pour ne jamais complètement se faire oublier du public. Si les comédiens n'ont pas forcément bénéficié d'un rebond spectaculaire, à commencer par son héros, un événement planétaire a permis de remettre un jet de scène à la série frétillante. En mai 2020, la plateforme de streaming Peacock sort du placard un personnage dont on se demandait très précisément comment il traverserait la période actuelle. Des confinements aux 4 coins du monde, un décompte quotidien des contaminations et des malades décédés en France, un monde tournant au ralenti. Oui, les fans de Monk étaient très curieux de connaître le sort du détective alors que le coronavirus épargnait bien peu de régions du globe. Dans une vidéo de 7 minutes intitulée Monk en quarantaine, Adrien donne de ses nouvelles, se met en scène dans sa chambre, sa salle à vivre, mais aussi sa salle de bain. Pièce où le heatmap est le plus fourni et ce n'est pas parce que la baignoire est confortable. Cerise sur le gâteau, dans cette vidéo, Monk passe un appel avec 3 de ses célèbres acolytes, Nathalie Tiger, Ronnie Disher et Leland Stottelmeyer. Mais ce clin d'œil par Peacock n'était qu'une mise en bouche car l'incorporation d'NBC organisa peu de temps après des retrouvailles plus fournies avec Monk, le retour. On aurait espéré revoir Sharona qui, après les 3 premières saisons de Monk, avait partagé un épisode avec Nathalie dans lequel on apprenait qu'elle s'était mise en concubinage avec Rundy. Cette enquête longue format fut assez avare côté casting. Aucun personnage secondaire n'était de la partie, qu'il s'agisse d'Harold, l'ennemi de Monk, Ambrose son frère, son père, Julie la fille de Nathalie, seul le psy, Dr Bell, a répondu présent. L'intrigue, elle, était globalement flemmarde. Ce fut le cas dans bon nombre d'épisodes où la résolution du meurtre passait littéralement au second plan. Dans Monk le retour, on sent que l'écriture n'a pas priorisé l'affaire criminelle, mais plutôt comment jouer sur la nostalgie et organiser les retrouvailles de Monk avec ses complices d'antan. TF1, première chaîne d'Europe, a néanmoins consacré un prime time à ce retour événement, et il n'y a pas beaucoup de séries américaines qui auraient bénéficié d'un tel honneur 15 ans après avoir tiré le rideau, car Monk a toujours été diffusé le week-end dans l'après-midi pour ses enquêtes inédites. Dernière information, c'est le poids de Monk à l'international. Le détective Tok en Stock avait déjà eu le droit à un remake en Turquie, et bien en 2025, ce n'est ni plus ni moins que le pays le plus peuplé du monde, l'Inde, et oui faut y faire, qui s'est lancé dans cet univers avec Maestri. Et pour interpréter le Monk Made in India ou le Indian Make Monk, ça marche aussi, un acteur vedette, Ram Kapoor. Il est vrai, Monk, contrairement à MacGyver et à Columbo, n'est pas devenu une antonomase, cette figure de style consistant à employer une expression à partir d'un nom propre. On est un MacGyver quand on bricole bien, un Columbo quand on devine tout avant tout le monde. Mais les secondes vies de cette série, bien longtemps après avoir présenté ses adieux aux fans, prouvent qu'elle a respectablement succédé au personnage immortalisé par Peter Falk. Monk, et c'est le plus beau compliment qu'on puisse lui faire, demeure une série inclassable avec un héros inimitable. Et pour tout ça, on le remerciera bien un jour. Pour continuer de faire grandir TV Files et poursuivre ses dépoussiérages en règle, soutenez la chaîne en likant, en commentant, en vous abonnant pour rejoindre Charlie et Cheryl. Partagez vos souvenirs de Monk et indiquez si entre lui et Columbo, comparaison est raison ou non. La semaine prochaine, aux petites prises de risque car ce n'est pas certain que beaucoup d'entre vous aient vu cette série, mais c'est l'occasion pour moi d'appuyer là-dessus. Ces dossiers sont réussis à mes yeux s'ils vous motivent à revoir ou découvrir la série traitée par mes soins. Alors lundi prochain, je suis à peu près sûr d'attirer votre curiosité en revenant sur The Nowhere Man, en français l'homme de nulle part. J'expliquerai comment ce show du milieu des années 90 a réussi le pilote parfait pour finir en total navet. Il n'eut d'ailleurs qu'une saison, et parfois une seule saison et raison. Tout comme se rappeler que sur TV Files, le bonheur est antérieur.